Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast en direct de la Petite Bouteille. Deuxième épisode en direct de la Petite Bouteille. On est très content de vous accueillir ici. Notre nouveau lieu hôte du podcast. On a beaucoup de plaisir. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Benoît. Salut. Parle pas à bouche pleine. Il essaie de tuer son T'es rocket. pas prêt à vivre? C'est juste, c'est plus important de boire de la bière que de parler, non? Oui, c'est vrai. C'est ça. Surtout dans ton cas. Surtout dans mon cas. De la route à Ok. faire, non? Ouais, c'est ça. Appropriation culturelle, le podcast, comme les gens qui nous suivent le savent, c'est l'appropriation culturelle au sens large. Donc, on s'approprie la culture d'un ou d'une invité pendant à peu près 60 minutes. Environ. Et on est très content de faire ça avec du public aussi. Du public généreux, Ils sont chaleureux. Ils sont en feu à En soir. ce lundi soir. Si jamais vous voulez venir assister au podcast, suivez la page d'Appropriation culturelle, le podcast sur Facebook, sur Instagram et aussi la page de la Petite Bouteille. Donc, on annonce nos événements. On a commencé comme ça, c'est le deuxième. C'est sûrement pas le dernier. C'est ça. Ben non. À moins qu'il Nouvelle arrive quelque habitude. chose. Là. Non. Il On va arrivera le faire rien. pareil. Matt. On va le faire pareil. Ouais, pareil. Même s'il y a le feu, on va être dans les décombres en train de l'enregistrer pareil. Allez, on va interviewer les pompiers chaque fois qu'ils parlent. Donc, on est très, très contents. Aujourd'hui, c'était une grosse journée pour le Québec, pour la planète. Ah ouais, On man. a vécu quelque chose d'assez unique. C'était WrestleMania hier, ça, tu veux dire? Non, c'est parce qu'on reçoit un invité de marque aujourd'hui. Oui. Ah! Tu parles pas de l'éclipse, là? Ouais, c'est ça. Non. Non, Non? non. OK. Non, c'est ça, parce que Pierre Labrèche a éclipsé l'éclipse Oh! aujourd'hui. Quand même! Je l'ai travaillé 5 minutes. Ben oui, on est très content de l'accueillir. C'est un artiste, un conteur, un animateur, un comédien. Il fait beaucoup de choses, finalement. Et il a été facteur aussi. C'est comme ça qu'il a été connu. D'abord. Ben moi, je l'ai connu comme facteur, d'abord. Et on est très content de l'avoir pour la première fois à Appropriation culturelle, le podcast, Monsieur Pierre Labrèche. Salut Pierre. Bonsoir. En forme? Oui, je suis en pleine forme. Je suis très content d'être avec vous autres ce soir. Ouais? Oui. Hey. T'as-tu regardé l'éclipse cet après-midi? Je l'ai regardé un petit bout. Oui, c'est ça. Je suis sorti dehors. Je m'étais fait une installation pour regarder ça de façon sécuritaire avec une boîte de carton. Et puis, Ouais, j'ai c'est ça. j'ai attendu qu'il fasse complètement noir, mais Ouais, c'est décevant. On va avoir plus de chance à 8 h à soir, je pense. Parce que toi, t'es un artiste, donc t'as pas acheté des petites lunettes sur Amazon comme tout le monde. Là, non, j'ai fabriqué la boîte pour regarder ça. Ah Ce ouais, qui était le plus fun, c'est l'éclipse ou la boîte, faire la boîte. J'ai eu beaucoup de plaisir à fabriquer la boîte et puis à me dire que j'allais regarder l'éclipse. Mais en fait, honnêtement, c'est vrai que ça fonctionne. Ouais. Parce que on regardait dans le trou de la boîte et puis on voyait Ouais. le soleil qui Ouais. était tranquillement éclipsé par la Lune, en tout petit. Voir le quartier de Lune qui prenait toute la place, c'était quand même fascinant. Moi, j'ai profité de cette journée-là pour regarder l'éclipse direct dans les yeux pendant 2 minutes. C'est parce que je suis sympathique avec les gens qui ont les cataractes. Oui. Fait que je voulais vivre le moment. OK. Ah oui, OK. Merci, Ben. C'est rien. Maintenant, j'ai plus de vision dans le milieu, mais c'est super cool. Ben, ça cherche un chien guide. Merci, Pierre, d'être là. J'ai dit que je t'ai connu comme facteur. Mais en fait, tu étais le facteur compteur, c'est ça? C'est comme ça que tu as commencé dans le compte? C'est comme ça que j'ai commencé dans le compte, mais j'étais facteur avant d'être compteur. Oui, c'est ça. Oui, Tu as fait ça longtemps, là. Facteur? Ouais, Ben oui, pendant à peu près 30 ans. quand même. Oui. 30 ans. Juste 30 ans. Voyons, c'est juste 30 ans. Fait que c'est là que tu as pris tes personnages, c'est là que tu as découvert ton univers ou... Entre autres, c'est là que j'ai pris l'inspiration pour raconter des histoires. Ouais.
Moi, je dis souvent que que je suis encore, même si je suis plus facteur, un sociologue du jour le jour puis un géographe du quotidien. Donc, je me promenais sur les rues, je me promenais sur les trottoirs et puis je rencontrais du monde. Puis je jasais avec le monde d'Abitibi, mais j'étais aussi à l'extérieur. Donc, jasais avec le monde puis m'inspirer de leur vie pour après ça me mettre à raconter des histoires. Mais oui. Ouais, vas-y. Mais Non? c'est ça, mais j'ai été facteur pendant plusieurs années avant de commencer à... T'as aimé ça être facteur? J'ai adoré être Ouais. facteur. Parce que t'es dehors, tu profites du beau temps, tu rencontres des gens. Oui, exactement, parce que c'est un métier de liberté aussi. Facteur, malgré qu'on est tenu à un horaire, malgré qu'on est tenu à une routine obligatoire, c'est un métier de liberté. On classe pendant 2 heures le courrier dans le bureau le matin, et puis après ça, on sort dehors. Ouais. Puis on est un peu... J'allais dire maître de son temps. C'est pas tout à fait vrai, maître de son temps, parce qu'on a du courrier à livrer, puis il faut respecter un paquet Maître de son temps, mais si Post Canada dit oui. Maître de son temps à partir du moment où tu sais ce que tu as le temps de faire. OK. Donc, moi, je me permettais, quand je savais que j'avais le temps dans une journée, je me permettais de jaser avec le monde. Je me permettais d'arriver puis d'être sympathique avec à la fois les personnes âgées, parce que c'était plus les personnes âgées que je rencontrais, forcément, ou les enfants. Arriver, enlever mon sac de facteur puis me plonger la tête dans une piscine parce qu'il y a des enfants qui sont en train de se baigner dans leur piscine. Ben, Wow! ça faisait partie des choses que... Puis après ça, je remettais mon sac, puis je repartais, puis les petits culs rigolaient. Le facteur, il tout trempe. Mais oui, j'ai adoré Ouais. ça. J'ai adoré ce métier-là. Y a-tu eu des moments où t'as moins adoré, mettons? Ben c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des moments qui étaient plus difficiles parce que, ben, au fil du temps, il y a eu des changements dans le monde postal. C'est devenu plus contraignant à certains moments. Il y a des moments de tension parce qu'il y a des négociations collectives. Toutes ces choses-là, ça devenait moins agréable. Fait que, oui, il y a eu des moments qui étaient moins plaisants. Puis il y a des routes que j'aimais plus que d'autres. J'ai changé d'itinéraire à quelques reprises. J'ai changé de ville à quelques reprises. T'as fait ça à Vancouver, entre autres? Oui, j'ai fait ça à Vancouver. J'ai commencé facteur à Amos ici, puis après ça, ben, pour le goût de l'aventure avec ma femme à l'époque et puis nos enfants, on est parti vivre à Vancouver. J'ai demandé une mutation, puis on est parti là-bas. Est-ce que c'est les autres qui ont choisi où? C'est toi qui as dit « Ah, ça me... Non, c'est moi qui ai choisi. Je veux aller à Vancouver. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé de Vancouver? J'ai aimé beaucoup de choses de Vancouver. J'ai aimé la découverte, pour commencer. Ouais. Arriver dans une nouvelle ville, arriver dans une nouvelle place, arriver dans un nouveau milieu, ben moi, ça me stimulait beaucoup. Apprendre à découvrir, ben, si je partais d'Amos, donc arriver dans une grande ville, c'est aussi une autre approche de la vie, même si on avait notre petite vie de quartier qui était très agréable. Et puis, ben, la Colombie-Britannique, c'est pas désagréable comme environnement. Hein? Non, c'est une belle ville. Puis c'était quel quartier de Vancouver? Je suis curieux, je suis allé. J'habitais au nord-est de Vancouver, ben, dans la ville de Vancouver, dans un quartier qui s'appelait... Voyons, c'est un nom irlandais, puis là, ça devrait me revenir. Coquitlam? Non, c'était pas Coquitlam, c'est une ville à côté. OK. C'était Killarney, dans le quartier Killarney. Oui. Fait que, ouais, j'habitais dans ce coin-là. Ah, Puis j'étais facteur dans le coin de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, au secteur nord de la pointe de UBC. Puis à ce moment-là, tu créais déjà du compte? Tu étais déjà comédien un peu? Non, Non, pas du tout. à ce moment-là, non. Pas. Simple facteur. J'étais simple facteur Simple. et papa, Et papa. père de famille de 2 enfants. Puis, C'est là, là vient le bout de liberté. Il était pas chez... Il marche, il y a la paix. Fait que c'est à partir de quel moment que tu t'es intéressé à l'art, finalement? Ben, je m'intéressais déjà à l'art. J'écrivais toutes sortes de trucs. J'ai toujours écrit. OK. Puis j'ai toujours écrit et dessiné. Fait que je m'intéressais déjà à l'art avant de partir à Vancouver, mais pas en pensant de monter sur scène, pas en pensant qu'un jour j'allais faire une carrière avec ça. Ben, au retour au Québec, après Vancouver, aux alentours de mes 30 ans, je me suis dit peut-être que j'aimerais ça faire autre chose aussi dans la vie un jour. OK. Fait que je suis retourné à l'université. J'avais fait des études universitaires jamais terminées avant. Et puis au retour, ben là, à un moment donné, je me suis dit peut-être j'aimerais ça faire autre chose. Fait que je suis retourné à l'université, puis j'ai plongé dans le monde intellectuel universitaire pendant une couple d'années à Montréal,
avant de m'en revenir ici en Abitibi. Y a-t-il eu une raison précise où tu as abandonné Vancouver pour revenir près de La raison précise, c'était que les enfants commençaient à ne plus vouloir parler français. Après ouais. quelques années, les enfants ont commencé à dire « Ah non, nous autres, français, ça ne nous intéresse pas. » Et puis ils commençaient à parler en anglais, même dans la maison. Ça a été une des raisons. C'est ça, c'était une aventure aussi. Hein? Ouais. On partait pour une aventure. Et puis, à un moment donné, l'aventure arrivait à sa fin. Le vivre en français en Colombie-Britannique, c'était possible ou vous l'avez fait très peu? On l'a fait en partie vivre en français. Il y a quand même à Vancouver un quartier francophone traditionnel de longue date. Et puis, il y a une vie culturelle francophone. Ma conjointe de l'époque travaillait dans le monde francophone. Okay. Moi, je travaillais en anglais, mais elle travaillait dans le monde francophone. Donc, on avait accès. On se donnait rendez-vous souvent avec d'autres francophones au Centre culturel francophone de Vancouver, entre autres, pour toutes sortes d'événements culturels, beaucoup des événements culturels. Mais on ne vivait pas en français. La vie quotidienne se fait en anglais. Oui, la vie quotidienne, c'était en anglais. Quand tu t'aperçois que tu as commencé à rêver en anglais, là, tu te dis, d'accord, j'ai assimilé cette langue-là assez profondément. Là, le français t'a manqué? Hein? Oui, le français me manquait parce que, même si dans la maison, en théorie, en général, on parlait en français, mais puis il y avait des amis aussi. Il y avait dans la vallée de l'Okanagan des gens qu'on connaissait aussi, donc on rencontrait des francophones. Mais oui, de vivre en français, de vivre cette culture-là qui m'habite depuis toujours, ça donnait envie de revenir. Puis le désir de retourner à l'université aussi. Je pense pas que j'aurais été capable de le faire en anglais. J'aurais pu comprendre, mais faire des travaux en anglais, puis ça, j'aurais eu de la misère. Puis tu as commencé l'université à quel âge? 30 et quelques. 30 et quelques. Ça n'a pas été difficile pour ton foie retourner à l'université à cet âge-là? À l'UQAM, en plus, quand même. À l'UQAM, oui. Quand on retourne à l'université avec un certain bagage d'expérience de la vie, on n'a pas nécessairement les mêmes habitudes que tous nos autres collègues. Tu n'as pas été initié, finalement? Non, j'ai pas été initié. J'étais en sciences sociales. Là. Il y a moins d'initiation dans les facultés de sciences sociales. J'ai étudié en géographie, en fait. OK. Je suis revenu, j'ai étudié en géographie. En fait, j'ai commencé par étudier en animation et recherche culturelle. J'ai fait un bac en animation culturelle à l'UQAM. Puis, dans le cadre du bac en animation culturelle, je me suis intéressé aux mouvements sociaux. Et puis, les mouvements des gens qui travaillaient sur le développement local, le développement des régions, c'était des géographes. Il y avait 2 géographes, entre autres, qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré dans ce truc-là en animation culturelle. À un moment donné, je n'ai pas laissé tomber le cursus régulier, mais je suis allé vers la géographie des collectivités, puis j'ai décidé de plonger puis de faire une maîtrise en développement, en géographie sociale. Fait que j'ai carrément continué dans cette voie-là. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je pense que tout le monde se pose la question. C'est quoi de la géographie sociale? Oui, j'étais à la même place que toi. Mais je la connais, la réponse. Là. Je veux juste savoir si... La géographie sociale, en fait, on connaît la géographie pour son étude des caractéristiques physiques des territoires. La géographie sociale va s'intéresser aux caractéristiques humaines, démographiques, sociales, culturelles des territoires en partant. Fait que ces gens-là qui travaillaient sur le développement des collectivités travaillaient beaucoup dans l'Est du Québec sur différents programmes. Puis, moi, leurs écrits m'ont intéressé. Je suis allé les voir. J'ai dit, moi, c'est ça mon parcours. Ça, c'est mon parcours. Est-ce que ça pourrait entrer dans le cadre d'une maîtrise en géographie à l'Université du Québec à Montréal? Puis ils m'ont dit, si tu es capable de faire des bons liens, ça devrait pouvoir marcher. Il a fallu que tu travailles fort pour tisser les liens. J'ai tissé les liens, non, effectivement. Puis je me suis lié d'amitié avec ces 2 professeurs-là, puis qui sont devenus mes directeurs de thèse. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, techniquement, en étant facteur pendant très longtemps, tu faisais de l'étude de géographie sociale sans le vouloir. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tantôt, quand je disais que je suis un géographe du quotidien puis un sociologue du jour le jour, c'est un exemple très, très, très concret et pertinent de ce que ça voulait dire pour moi.
Être sur un territoire, dans une collectivité, à tous les jours, à chaque matin, de voir les changements sociaux dans un quartier, de voir les changements démographiques dans un quartier, bien, c'est du quotidien, c'est de la géographie du quotidien. Après ça, bien, m'intéresser au développement j'allais dire de ma collectivité, mais de mes collectivités, parce que le désir de revenir en Abitibi était là. J'étais parti d'Abitibi, puis j'avais envie de revenir. Fait que c'est ça, revenir ici pour avoir une vision différente de celle que j'avais avant de partir, sur ce que je pouvais faire comme activiste du quotidien. Ce que je pouvais faire comme activiste du quotidien, c'est ça. Puis au départ, honnêtement, quand je suis revenu en Abitibi, j'étais encore facteur parce que j'avais pris un congé sans solde pendant plusieurs années. J'étais encore facteur. Puis à un moment donné, la poste te dit, bien, décide, tu t'en vas ou tu restes. Et j'ai dit, je vais faire à moitié. Non, mais je suis revenu, puis j'ai pris un poste à temps partiel à Rouyn-Noranda, tout en poursuivant l'écriture de ce mémoire de maîtrise-là. Avec le désir, après ça, de poursuivre, j'avais envie de faire un doctorat par la suite. Et puis, ben, la vie fait en sorte que je me suis aperçu que j'étais peut-être plus heureux quand j'étais facteur, à faire toutes sortes de choses à côté qui sont pour moi du développement culturel, qui sont pour moi du développement collectif, que de m'enfermer dans un moule qui m'aurait forcé à être un doctorant en sociologie ou en géographie. Fait que c'est ça, j'ai fait le calcul, j'ai pris la décision de redevenir facteur, géographe du quotidien, et puis de développer autre chose à côté qui me permettait d'être actif sur le territoire. Est-ce que c'est le compte? C'est devenu le compte. C'est devenu le compte, mais c'était pas le compte au départ. Bien, au départ, c'était pas tout à fait précis. Il y a dans mon magnifique village qui s'appelle La Motte un spectacle qui s'appelle Le Show de la Motte, qui existe depuis 26 ans qu'on le souffle à l'oreille. Qui va fêter son 26e année. J'ai tout le temps écrit. Je faisais des poèmes, des textes. Et puis là, je regarde quelqu'un qui écrit là-bas. Je faisais des textes que j'appelais géopoétiques. J'écrivais des textes géopoétiques où je m'intéressais à la démographie, je m'intéressais à la perte de vitalité du monde rural, je m'intéressais à toutes sortes de choses, puis j'en faisais des textes poétiques. J'ai tout le temps picossé sur la guitare. Je connais 3 ou 4 accords depuis 30 ou 40 ans. 3 accords, ça n'a jamais empêché de runner. Il y a un groupe de musique qui a fait ça sur 3 accords. Exactement. Il y a plusieurs groupes de musique, en fait, qui ont fait ça sur 3 accords. J'ai tout le temps picossé sur la guitare, puis j'ai tout le temps zigonné sur ma musique à bouche, sur un harmonica. Fait que là, j'ai commencé à mettre des petits bouts de musique, sans prétention, sur des textes géopoétiques. Et puis, à un moment donné, quelqu'un me dit, ben, tu pourrais venir les présenter au Show de la Motte. Et puis moi, j'ai dit oui. Ça a été ma première présence sur scène, de venir monter sur une scène pour présenter ces textes-là qui étaient des analyses poétiques de plusieurs réalités. Ça a été ma première présence sur scène, puis je me suis pris au jeu. C'est-tu vraiment ta première présence sur scène de tout Acabie ou c'était genre à part quand j'étais petit gars là, puis que ouais, non, c'est ça, mais t'avais pas d'expérience. Tu flûte pendant Noël. Ouais, à peu près ça. Mais comment tu t'es senti sur scène la première fois? C'est quand même quelque chose de présenter tes produits à toi. T'sais. Extrêmement nerveux. Il y en a qui sont dans la salle qui m'ont vu aller dans ces premières expériences. Super, super nerveux, complètement en doute là, de ce que je peux faire, comment ça va être reçu. Puis ça a été bien reçu, c'est très chaleureux. Le public à la Motte est très chaleureux, ça a été bien reçu, mes trucs. Et puis, ça m'a encouragé à continuer. T'as-tu un moment sur scène où tu t'es fait « je suis bien ici » ? Peut-être pas la première fois, là, mais... Oui, il y a ça. Je suis bien ici, je me sens en confiance. Puis j'aime vraiment le sentiment d'être écouté, puis que ce que je fais, ça a une portée, ça a une résonance. Ça, je l'ai senti probablement grâce à la Motte. Je l'ai senti dès le départ. Ça a été bien accueilli. Et puis,
Oui, j'ai eu envie de continuer. Je l'ai fait pendant quelques années, ça. Et puis, le conte est arrivé dans ma vie avec ce qu'on a appelé au Québec le renouveau du conte. Le renouveau du conte, là, au tournant des années 2000, plus ou moins. Fred Pellerin et compagnie. Mais ta première participation au show de la mode, c'était en quelle année? C'était 1996, 1997, 98, je pourrais pas dire précisément. Ouais, mais Dans ces eaux-là, ça faisait une couple d'années que j'étais revenu facteur à Rouen. Ça veut dire 98, probablement. OK, parfait. Puis après ça, ben, là, c'est ça. Ce qu'on a appelé le renouveau du conte est arrivé. Le Festival de contes et légendes à Val-d'Or qui est apparu sur la scène Ça culturelle. doit avoir un impact important quand même pour toi, ça. Ben, tout à fait. Oui. Le Festival de contes et légendes à Val-d'Or est arrivé avec un paquet d'artistes qui venaient de partout, pas juste de l'Abitibi-Témiscamingue, ni même du Québec, des artistes qui venaient de partout à travers la francophonie, qui venaient à Val-d'Or pour présenter des histoires. Et puis, à chaque année, le festival offrait une fin de semaine de stage avec, encore là, des conteurs, conteuses qui viennent du Québec. Puis je ne veux pas en nommer parce qu'en nommer un ou deux, ça serait en oublier d'autres, mais qui viennent du Québec et puis qui viennent de la francophonie, qui viennent de la France, qui viennent de la Belgique, qui viennent des gens qui arrivent avec un univers que nous autres, on a appris à découvrir. Puis là, m'apercevoir qu'à travers le conte, ben, je pouvais faire des choses qui me plaisent. Raconter des histoires, faire ma pseudo-musique, faire ma pseudo-poésie, parce que j'ai tout le temps écrit de la pseudo-poésie à travers ça. Puis je me suis aperçu que raconter une histoire, ça pouvait être un véhicule pour faire passer toutes ces choses-là, pour parler de la même chose que je parlais avant, de la ruralité, pour parler de la réalité de notre région à travers des histoires. Fait que ça m'est apparu comme un magnifique, j'utilise encore le mot véhicule, mais un magnifique véhicule pour parler de ce qui m'intéressait. Fait que là, le conte est arrivé dans ma vie, puis tranquillement, à chaque année, je suivais le stage. Puis on avait le bonheur, le plaisir, ici, au Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, d'avoir des formateurs qui venaient d'horizons différents. Quand on va en France, parce que j'ai quand même bourlingué un peu en France, quand on va en France, il y a des écoles de contes. Le Centre de littérature du CMLO, C'est inscrit dans la culture. Inscrit dans la culture, mais aussi c'est des chapelles. Okay? Tu fais partie de cette gang-là, tu fais partie de cette gang-là, tu fais partie d'ici ou de ça. Bien ici, les gens qui venaient nous former venaient de tous les horizons. Les gens qui arrivaient d'Europe venaient de tous les horizons avec des points de vue différents, avec des... Fait que ça a été une ouverture sur le monde, ça a été une ouverture sur différentes formes de parole. Et moi, j'ai toujours profité de chacun des stages en me disant, bien, dans chacun de ces stages-là, il y a quelque chose qui va me rester. Puis, de fait. Fait que là, on peut dire que depuis ton début de ton travail de facteur jusqu'à temps que tu as performé la première fois, tu t'es quand même nourri de ton environnement pour utiliser ça pour développer tes histoires, tes contes? Ben oui. Oui, tout à fait. Je me suis toujours nourri de ce que je faisais puis des rencontres que je faisais. Quand j'étais à Vancouver, il y avait un monsieur, entre autres, avec qui je parlais souvent parce qu'il était semi-retraité puis il était dans son garage puis il bisounait. Puis lui, je parlais avec souvent. Fait que, mais c'est un monsieur qui avait vécu l'exil. C'est un monsieur qui était parti de la Grèce des colonels quand il y a eu le coup d'État des colonels en Grèce. Ouais. Ce monsieur-là est parti, il a fui la dictature grecque pour s'en venir en Amérique. Il s'est reconstruit une vie, il s'est rebâti un autre monde dans ce pays qui offrait des nouvelles possibilités. Bien, jasais avec, il s'appelait Tasso, le monsieur. Jasais avec Tasso, bien, ça m'amenait une ouverture vers d'autres choses. Fait qu'après ça, bien, aujourd'hui, quand je vois les défis actuels d'immigration, bien, j'ai toujours en tête ce monsieur-là qui m'a raconté comment ça a été dur. Toujours en tête ce monsieur-là qui m'a raconté sa fierté d'avoir fait tout ce qu'il a fait à travers le temps. Fait que oui, ça m'a nourri. Puis ça, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais ça m'a nourri tout au long de ma carrière de facteur. Bien, ça s'accumulait. Comme mes autres expériences de vie s'accumulaient aussi. Là. Tu parles de formation, on ne peut pas en parler. Récemment, il y a quelques années déjà, tu as vécu quand même quelque chose d'assez important dans ta carrière qui est une résidence de création avec Fred Pellerin.
Parle-nous-en un peu. J'imagine que ça t'a amené aussi à un autre niveau, cette expérience-là. Ouais, pour être plus précis, la résidence de création n'est pas avec Fred Pellerin. OK. La résidence de création se passe à Saint-Élie-de-Caxton. Ouais. C'est le regroupement du conte au Québec qui, à chaque année, offre la possibilité à un ou à une artiste de se retrouver à Saint-Élie-de-Caxton dans une maison qui est prêtée par Fred Pellerin pour la résidence. Il y a plein de petits lutins partout. Oui, il y a plein de petits lutins partout. Il m'avait même laissé une guitare pour pas que j'oublie mes 4 accords. Genre, Mais- merci Fred. Ben, c'est ça, fait que c'est pas avec Fred Pellerin, c'est dans son. Mais c'est sûr qu'il habite à côté, fait que tu le rencontres, tu jases avec, puis dans le cadre de discussions informelles, parce qu'il n'est pas du tout impliqué dans la résidence de création, mais de façon informelle, ben, tu jases avec quelqu'un qui a probablement la plus grande expérience de conte, pas la plus grande expérience, mais une expérience très particulière de conte au Québec. Et puis, ben, cette résidence de création-là, si on peut y revenir, c'est l'occasion pendant un mois, je suis parti pendant un mois, de me retrouver seul, sans mon jardin en arrière à travailler, Ouais. de me retrouver tout seul pour avoir juste des projets de création à faire. 100%. 100%. Fait que là, moi, ma routine, c'était le matin de partir, d'aller marcher, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête quand je marche. Ah-ha. C'est resté. Partir d'aller marcher, de revenir, puis de m'installer. T'as-tu encore le réflexe quand tu marches de tendre le bras pour déposer des lettres? Non, ça va. Non, j'ai pas le réflexe de tendre le bras pour déposer des lettres, mais puis je marche tout le temps. Quand je vais quelque part, moi, je marche. Mais j'ai toujours le réflexe de me demander où est-ce qu'elle est la boîte à lettres. J'arrive dans une rue, puis là, je regarde les maisons, OK, puis ça, ici, la boîte à lettres, elle est sûrement de l'autre côté, parce que ça. J'ai toujours ce réflexe-là. Est-ce que aussi des pancartes avec chien méchant, ça t'a traumatisé? un peu. Ça traumatise la vie. Ma blonde aimerait bien qu'on ait un chien. J'ai dit, un chien dans une maison de facteur? Jamais! Ah, c'est vrai, c'est quand même... T'en as-tu rencontré des chiens? T'as-tu vécu des expériences? Ben oui. Oui. C'est vrai, Ben oui. c'est pas juste un mythe, finalement. Non, c'est pas juste un mythe. Puis si on revient à Vancouver, justement, ma plus traumatisante expérience avec un chien, ça s'est passé à Vancouver. OK. J'avais, sur ma route de facteur, dans la ville de Vancouver, il y a une réserve autochtone qui s'appelle Musqueam. Ils sont justement au nord de la pointe de UBC, à côté du fleuve Fraser. De chaque côté du fleuve, il y a 2 nations autochtones. Moi, j'étais du côté des Musqueam. Puis, ben, il y avait des chiens. Non, puis moi, je passais là tous les jours, là, puis les gens étaient d'une gentillesse extrême. Mais il y avait des chiens. Des gros chiens. Pas toujours, rarement attachés, en fait. Ouais. Et puis, à un moment donné, ça m'est arrivé de me retrouver coincé face à un mur avec un chien qui voulait littéralement me manger. J'ai tellement crié, j'ai tellement gueulé qu'il y a du monde qui sont finalement sortis des maisons. Puis le chien, ils l'ont chassé. Puis le lendemain, quand je suis passé, ils m'ont dit « Le chien, il t'achalera plus jamais ». Hop! Oh. Ah ouais, OK. Fait que ça, c'est la plus traumatisante. Mais autrement... Il y a la mafia des chiens à Vancouver. Ouais, non, c'est ça. Il y a un chien Il est dans le fond du Fraser, le chien. C'est ça, avec Ouais, des souliers en ciment. Ouais, mais clairement, pour qu'il reste à tes trousses sans s'en aller, c'est ça, s'il y avait un problème avec Ouais, ce chien. Non, il y avait un problème avec ce Clairement, chien-là. c'est ça, Les gars qui m'ont parlé le lendemain, ils m'ont dit que ça fait longtemps qu'il achalait pas mal de monde dans le quartier. Mais Fait que ouais. tu as déjà fait mordre? ben oui, je me suis fait fait mordre. mordre, Oui. Quand même. Ça Oui. peut-être- Dans une histoire que je raconte, c'est une réalité, mais dans une histoire... Ah non, c'est pas réel jusqu'au bout. Dans une histoire que je raconte, je dis que j'ai déjà baissé mon pantalon devant une femme pour lui montrer les traces de dents de son bijou. Juste à côté des miens. Alors, je me suis fait mordre. Je me suis fait mordre à quelques reprises, là, jamais de façon... Dangereux, mais plus... ouais. Mais c'était peur, hein? C'était achalant. Ouais, je peux comprendre. C'est surtout achalant. Surtout après que tu t'aies fait attaquer une première fois. Après, on dirait que tu as comme un doute tout le temps, peu importe le chien, de où il vient. Ouais. Se battre avec des chiens, c'est pas toujours évident. Hein.
c'est pas légal de se battre avec des Ouais, chiens. c'était un autre point, ça, man. Les chiens peuvent pas se battre entre eux. Non, c'est ça. Et on peut pas les battre non Non, tu plus. peux pas faire homme à chien, tu peux pas faire ça non plus. Ben non. bon. Tu peux faire ton arène comme tu veux depuis longtemps, Mathieu, mais tu peux pas le faire. C'est pas J'avais un légal. petit projet pour le sport. C'est qui se passe au sous-sol ici? Tu nous as pas dit. Si on revient à ta résidence, Pierre, j'avais Oui. une question. Moi, dans le fond, tu dis que tout ton temps est consacré à la création. Mhm. Puis tu étais habitué, toi, dans le fond, de travailler, de marcher, de faire tes choses, de te retrouver justement à 100% créé. C'était-tu un défi de commencer de te mettre en marche ou ça venait automatiquement, puis tu te sentais libéré, puis tu étais très inspiré? Ça venait automatiquement. Puis quand j'ai eu fini la résidence, il fallait que je fasse un rapport de résidence, en fait. Puis ce que je disais, c'est que je me suis retrouvé de ce que j'appelais un état de création permanent. Tu sais, je partais marcher, j'avais des idées en tête. Pour le projet sur lequel j'ai eu la résidence, ce qui est un projet précis, c'est pas c'est pas le gars ou la fille qu'on choisit, c'est le projet. Fait que j'avais des idées sur le projet, mais tu sais, il y a tout le temps des choses qu'on a commencé avant puis qu'on n'a pas fini. Une chanson que j'avais commencée que j'avais pas fini, un truc que j'avais... Et puis là, je m'apercevais que je m'assoyais à ma table, puis tout d'un coup, pouf, j'avais des idées, mais pas seulement sur ce projet-là, j'avais des idées pour un paquet d'autres affaires. Là, je prenais des notes à gauche puis à droite. Puis en même temps, mais j'avais à travailler sur un spectacle qui était déjà monté, qu'il fallait que je pratique. Fait que là, ben, je me donnais 1 heure de pratique sur le spectacle déjà monté. Je partais marcher, je revenais, puis je me réinstallais. C'est ça, un état de création permanent. Puis ça commence. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un, la création, c'est pas une switch qu'on met à on-off. Hein? Non, c'est ça. Mais sauf que là, dans ce mois à Saint-Élie, ben c'était en permanence. Fait que ça, c'était... Ben, je ne sais pas si ça arrive souvent à du monde de pouvoir se retrouver dans cet environnement-là qui permet de pouvoir le faire. Mais je pense pas que c'est toutes les résidences que les gens... En tout cas, je sais pas. Chez nous, ça marche pas de même. En tout cas, ma résidence, c'est pas le même. Non, c'est pas le même dans ta résidence? Non. Mais je pense que dans les résidences, tu sais, des fois, ça fonctionne, c'est un bon timing, c'est un bon temps. Là, on a des idées, on fait la création. Des fois, ça peut être plus difficile. J'imagine que ça dépend vraiment des temps. Oui, mais un mois, c'est une belle période aussi, parce que ça te prend tout le temps au moins une semaine pour faire tes repères, savoir où est-ce que tu vas aller faire ton épicerie, rencontrer la boulangère qui va te vendre ton pain à chaque jour. Ça prend une semaine pour s'acclimater, voir, puis trouver la routine agréable qui va être la routine de travail. Ça prend une semaine, puis après ça, ben, il te reste tout le restant du temps pour essayer d'appliquer. Ouais. Sortir le jus. Sortir le jus. Sortir le jus, ouais. Mais est-ce que ça a été... est-ce que la partie d'être loin de ton monde, loin de la motte, est-ce que ça a été difficile, ce côté-là? Parce que oui, tu étais en création à 100%, mais j'imagine que tu étais un peu rattaché à ton territoire. Tu l'étais toujours. Oui, mais puis les gens peuvent venir nous voir aussi. C'était pas interdit. C'est pas une prison. Non, hein? j'étais pas en prison. Non, sur la visite, Fred, il sort sur le balcon, fait « Hey! » C'est ça. Avec sa carabine. Hey, supposé de travailler. Toi, il travaille, fais des histoires. Non, mais c'est ça, mais tu pars dans le but de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. Tu pars dans le but de faire quelque chose, fait que tu as envie que ça soit profitable. Puis honnêtement, il y a des saisons qui sont plus appropriées. Tu sais, je partirais pas en plein été quand mon jardin, il faut que je travaille dedans presque tous les jours. Je partirais pas. Mais le mois d'avril, c'est... sauf peut-être cette année où il fait très doux, mais le mois d'avril, c'est habituellement un mois où les activités extérieures, la raquette, le ski de fond, c'est fini. Les activités extérieures de jardinage, puis c'est pas commencé. Fait que le mois d'avril, c'est un bon temps, je trouve, pour s'adonner à la création. Puis en même temps, tu peux voir un petit peu l'apparition du printemps dans un autre endroit. Oui. Ah, Oui. C'est ça, l'apparition du printemps, qui est toujours un moment magnifique et magique. Une résidence vient toujours avec une sortie de résidence. Comment ça a été... qu'est-ce que ça a donné, finalement?
On parle de des années où la pandémie était, où la pandémie était encore en fonction. Fait que la partie sortie de résidence a été plus, a pas pu avoir lieu. J'avais pas le droit de faire une manifestation publique pendant que j'étais là. Ah non. Même parce que tu sais, moi dans le projet de résidence que j'avais présenté, il y avait des rencontres avec les élèves à l'école, il y avait des rencontres avec différents groupes. Ça n'a pas pu se faire comme j'avais prévu. J'ai trouvé des astuces pour contourner tout ça. J'ai trouvé des façons de faire pour rencontrer les gens de Saint-Élie d'une autre manière, mais je n'ai pas pu faire la sortie de résidence à Saint-Élie comme ça avait été prévu. Puis après ça, justement, avec les gens de Saint-Élie, on s'était dit « Ah, je reviens l'année prochaine. » Puis là, l'année prochaine, ça avait pas à donner parce qu'il y avait aussi des restrictions l'année d'après. Ouais. Puis après ça, je devrais y aller à l'automne. Puis oui, on va s'organiser. Puis là, finalement, Fred n'est pas disponible parce que c'est quand même lui qui était le partenaire pour la suite. Puis il n'est pas disponible. Fait que là, ça va peut-être être cet été, on ne sait pas. C'est pas terminé, là? Hein? Ça se peut que vous laissez une porte ouverte pour la suite, finalement? Oh oui, il y a une porte ouverte qui est ouais. toujours... La porte est toujours ouverte pour une suite. Puis ça, c'est agréable. Puis ce projet-là... Tu sais, moi, j'en ai tout le temps des idées de projet. Fait que ce projet-là, j'en ai fait un bout. Il est en dormance, en jachère. Ce que j'ai travaillé, tout le temps que j'ai travaillé à Saint-Élie, il y a des choses que j'ai repris depuis. Mm-hmm. Il y a des choses qui restent en dormance, en jachère. Puis là, j'entreprends un nouveau projet de création. Je me dis, puis l'autre jour, je marchais. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait aller dans mon nouveau projet. Peut-être que ce que j'ai écrit là, peut-être que l'esprit de ce que j'ai écrit là, ça peut venir s'insérer dans le nouveau projet. Fait que c'est toujours là, mais être un artiste, être un créateur, il y en a dans la salle, être un artiste, être un créateur, c'est toujours avoir un paquet de choses qui sont sur le feu, un paquet d'idées qui sont prêtes à émerger, un paquet d'idées qui sont pas tout à fait prêtes à émerger, ouais, c'est ça. Ça, tu ne te donnais pas l'obligation de dire ça va sortir un one-man show puis je le promène pendant un an après. Là, si t'es pas donné cette... La beauté de la résidence de création à Saint-Élie de Caxton, c'est que quand on présente le projet, il y en a qui présentent, comme cette année, je me rappelle pas, j'ai vu le nom du gars qui le faisait. Là. Il y en a qui présentent un projet qui va aboutir sur une création parce qu'il travaille sur la dernière mise en scène, il travaille sur le fine-tuning de quelque chose. D'autres projets vont être plus un projet de recherche et d'exploration. Fait que ça, c'est la beauté du regroupement du compte qui n'oblige pas à ce que ce soit un projet avec une finalité obligatoire. Dans ton cas, ça aurait été assez compliqué de toute façon, mais... Ça aurait été compliqué, mais même après, même un an et demi après, je n'ai pas d'obligation d'arriver avec un spectacle fini. C'était un projet recherche-exploration. Et puis, la recherche puis l'exploration, elle est là, elle est toujours présente. C'est dans mes... Ça te sert, là. Ça me sert, c'est dans mes cartons, puis j'ai plein de notes, puis des petits bouts de dessin. Est-ce que pendant la pandémie, tu t'es posé la question si tu devais faire une partie numérique de ce que tu fais sur scène? Parce que, tu sais, nous, on s'est posé cette question-là. On a fait des lives Facebook pour continuer notre podcast où on ne pouvait pas avoir de personnes dans notre studio. Donc, fait que à distance, c'était le fun, là. OK. Ah, des beaux souvenirs. des très beaux souvenirs. C'était des belles rencontres, mais des soirées plates. Ben, tu sais, en tout cas, pour l'avoir vécu, c'était live. Fait que là, on était enregistré, on était tous devant un Zoom. Là, c'était avec Zoom. Sauf que quand tu as terminé, là, c'est l'écran noir. Là, le Black Mirror, la série explique bien ça. Là, j'ai bu 2 bières, j'étais un petit peu pompette, mais je suis seul chez nous. C'était vraiment bizarre. Moi, c'est que de regarder un portable, je déconnectais. Je n'étais pas capable de rester à l'écoute du podcast tout le long. Ça, c'était ça le problème. Mais pour revenir à toi, Pierre, ce qui est beaucoup plus intéressant que notre histoire de podcast, as-tu réfléchi à ça? À un volet plus numérique, un volet plus... Je vais y aller, moi. Oui, j'y ai réfléchi. Ouais. J'ai pas trouvé de réponse. Honnêtement, j'ai fait des trucs en numérique là, pendant la pandémie. J'ai participé à la Ligue mondiale de la menterie,
la Ligue mondiale de la menterie. Donc, j'envoyais des histoires où je me filmais chez nous. Et puis, j'ai participé. Je me suis, en fait, rendu à la grande finale de la Ligue mondiale de la menterie. Ah ouais? Qui était complètement virtuelle. Fait que mais ça, c'était relativement facile. Tu sais, je pouvais dire, j'embarque là-dedans. Puis... Après ça, sur ma présence numérique, honnêtement, je dirais que je me pose encore la question sur ma présence numérique. T'as-tu un compte TikTok? Hein? T'as-tu un compte TikTok? TikTok, non. Je me pose la question sur ma présence numérique parce que, oui, j'ai un intérêt, puis oui, j'ai j'ai une curiosité par rapport à ça au numérique. Je me pose la question, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans ma pratique de conteur, dans ma pratique artistique? Comment je pourrais intégrer du numérique? Et puis, ben, j'ai pas de réponse. Je suis pas très, très techno. Pour mettre en vie tes comptes en intelligence artificielle, puis en projection numérique. Et... Ben, je pourrais faire ça. Avoir juste une petite manette, puis là, tu as tes sons en banque, puis là, tu peux faire jouer des sons. Ça, c'est un PowerPoint, Ben. C'est un PowerPoint. Ouais, mais un PowerPoint de son. Un PowerPoint pas d'image. T'es plate, Ben. Non, mais avec des illustrations, par exemple, tu associé avec un illustrateur, enregistrer ta voix puis illustrer tes comptes. Ça aurait pu, mais tu vois, dans le nouveau projet de création que je commence, il y a ici au Media Lab, à la bibliothèque d'Amos, un studio d'enregistrement. Puis là, je me suis dit, OK, ça peut être un véhicule intéressant pour moi pour utiliser du son, utiliser peut-être autre chose dans ce projet-là qui est encore en idéation, mais je me la pose la question. Comment moi, qui est, je vais dire pas très techno, ma blonde dirait pas techno du tout, qui est pas très techno, mais comment je peux intégrer ça tout en faisant en sorte que ça reste simple, que ça reste fluide pour moi. Dans le spectacle que j'ai fait, qui s'appelle encore, mais que j'ai présenté, qui s'appelait « Homme de lettres, l'espace-temps d'un pas », j'utilisais sur scène une grande technologie. J'avais un iPad avec une trame sonore sommaire et puis des boîtes de son. C'est simple. Mais quand les boîtes de son ne répondent plus au iPad qui serait supposé de marcher à chaque fois, bien là, tu te retrouves sur scène puis tu dis, bien, il devrait ici y avoir une musique qui fait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça me faisait penser, je parlais de PowerPoint, là, ça me faisait penser, quand j'étais à l'université, c'était les débuts du PowerPoint. Puis tous les étudiants voulaient utiliser le PowerPoint pour présenter leurs travaux. Et puis 90 fois sur 100, le PowerPoint ne marchait pas. Fait que moi, j'allais dire le PP, je n'étais pas PP à l'époque, mais moi, le PP qui arrivait avec mes explications, ben, je me débrouillais mieux. Des acétates. J'avais... Ça aurait pu très bien. Je pensais que t'es ça que t'allais. Non, j'utilisais... Ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon personnage. Non, j'utilisais un tableau avec des craies. OK. Ah oui. Non, mais... Ça plante jamais, ça. Ça plante jamais. Non, mais je rigole, mais tu sais, la technologie, c'est des outils magnifiques. Oui. Puis vous en utilisez un de façon quotidienne avec le balado qu'on est en train de faire, là, mais la technologie, ben, ça flanche des fois, puis moi, ça me fait peur. Mais je me dis qu'il y a quelque chose que je pourrais faire. Il faut bien s'entourer, je pense, avec la technologie, c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a des pros qui s'y connaissent. Et quand on trouve la bonne personne qui comprend aussi ce qu'on propose, ben, le mariage est là, mais c'est vrai que sinon, de se lancer tout seul là-dedans, tu sais, nous autres, on a Ben. Parce que moi et Pierre-Marc, on enregistrait nos balados sur une cassette, c'est un stéréo. Là-dessus, je me débrouille. Je fais du montage, je fais des choses comme ça. Je suis pas au niveau de Ben, je suis pas au niveau de Steve, juste en dessous. Troisième. Quatrième en estime. Ah, toi, t'es septième. Mais si tu veux du conseil, Pierre, tu peux m'appeler. Là. On peut s'en parler. Forcément, il y a des affaires qui peuvent être très simples, qui peuvent fonctionner tout le temps. Oui, c'est ça. C'est souvent quand tu vas dans le sans-fil, là, c'est là que tu t'embarques dans quelque chose. C'est ça. C'était sans fil, mon affaire. C'est ça. Et là, le problème n'est pas d'XLR. Pas d'excellent. Tu es capable de faire du mapping, Ben? Du mapping? Ouais.
Non. Non. C'est ta limite, c'est ça. Ouais, ça, c'est pas mal ça, ta limite. Hein. Ton spectacle, d'ailleurs, que tu homme de lettres, est-ce qu'il y a des moments que tu as dit que tu as pigé dans ta résidence à Saint-Élie? Y a-tu des choses qui se sont retrouvées dans ton spectacle? C'était après, ça? Dans Homme de lettres, il n'y a rien qui a été fait à Saint-Élie. C'est un truc que j'ai fait avant. C'était avant, je mélange les dates. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le jeu d'écriture, de dépôt de projet, j'avais commencé un truc, j'ai déposé le projet Homme de lettres, j'ai eu le projet Homme de lettres, j'ai déposé le projet de la résidence de création. Oups, j'ai la résidence de création. Fait que là, il faut tasser à gauche, tasser à droite. Puis, fait que c'est ça. Mais non, dans Homme de lettres, il n'y a rien à la résidence de création, sauf la partie pratique. Quand je me suis retrouvé à Saint-Élie, puis que là, j'ai mis toute la gomme pour arriver prêt à la présentation d'Homme de lettres. Parce que ça, tu as eu une belle tournée qui a suivi, puis tu as même eu le prix coup de cœur à la cérémonie du prix Thérèse Pagé. Comment tu as trouvé ça, faire une tournée comme ça avec le conte? Puis... C'est magnifique de pouvoir faire une tournée parce que, tu sais, dans le monde du conte, il y en a qui tournent beaucoup. On parlait de Fred Pellerin, mais il y en a d'autres qui tournent beaucoup avec le même spectacle. Mais la majorité du monde vont présenter un spectacle solo, comme celui-là, c'est un spectacle solo à quelques reprises, sans plus. Moi, on m'invite souvent pour participer à des soirées collectives, à faire des choses dans un cadre avec d'autres mondes. Très ponctuel. Je ne peux pas présenter ce spectacle solo-là dans une soirée collective. Mais alors que là, ben, tu sais, je l'ai présenté 25 fois, Homme de lettres. Quand même. Je l'ai présenté 20 fois ici avec le réseau Biblio en Abitibi-Témiscamingue, qui était mon partenaire de projet. Oui. Et puis, ben, présenté à Montréal, présenté à Trois-Pistoles, présenté je ne me rappelle pas les autres places, là. À l'extérieur d'Abitibi. Je suis curieux, c'était quoi la réception quand tu étais dans une place comme Trois-Pistoles, qui est vraiment loin, que ton nom est peut-être pas autant connu que quand tu étais en Amérique? À Trois-Pistoles, c'était dans le cadre d'un festival. C'est le festival de contes de Trois-Pistoles qui s'appelle le Rendez-vous des Grandes Gueules. J'avais été invité à présenter ce spectacle-là. Donc, les gens qui venaient voir ce spectacle-là, c'est des gens qui suivent le festival. À Montréal, c'est la même chose. C'est le Festival interculturel du conte de Montréal. Donc, c'était annoncé comme un des spectacles du festival. Je veux pas, tu es beaucoup inspiré de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment c'était reçu par le public? C'est toujours bien reçu. Ouais. Dans le spectacle Homme de lettres, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a beaucoup le métier de facteur. Il y a les gens que je rencontre qui sont des gens d'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a beaucoup le métier de facteur. Mais tu sais, l'autre spectacle, il y a un autre spectacle que je fais qui s'appelle Dans la Grande Ourse, qui est vraiment, vraiment inspiré, celui-là d'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Et puis, quand je parle d'Abitibi, puis je ne veux pas négliger les gens du Témiscamingue, mais moi, je suis abitibien. Moi, je parle d'Abitibi. Quand je parle d'Abitibi, partout, c'est bien reçu. Quand tu parles du Témiscamingue, non. Non. Non, c'est pas ça? Fais-moi pas dire des choses que je veux pas, que j'ai pas dit. C'est correct qu'on ne le dira pas à Claire Bolduc. Regardez ça pour nous. Excuse-moi. Quand je parle d'Abitibi au Témiscamingue, c'est bien reçu aussi. Oui. Ben, tu sais, mes spectacles, je les ai présentés à beaucoup de places au Québec. Je les ai présentés en Europe aussi. Là. Je suis allé en France à plusieurs reprises. Je suis allé en Belgique présenter. Ça a-tu été compliqué? Parce que oui, on parle tout français, mais des fois, là, avec le langage, les Québécois, ils ont un autre style de langage. Né en France, je pense. Pardon? Puis t'es né en France, je pense, c'est ça? Oui. C'est ça. Ah ben, t'es un Français. Officiellement, c'est un Français. Officiellement, c'est un Français. Il te fait accepter. Je vais répondre à la première question. Ensuite, je répondrai à la deuxième. C'est toujours bien reçu. Puis tu sais, je le sais, j'ai un accent québécois, mais pas un accent québécois très, très, très... prononcé. Hein? Prononcé. Pas très prononcé. Oui, t'as plus un français international. Disons-le comme ça. Disons, mais j'ai un accent québécois, mais qui n'est pas trop difficile à comprendre pour des Européens. Après ça, tu sais, encore là, l'été passé, j'étais là en France, puis j'ai présenté un spectacle qui est ce que j'appelle un bazar de contes. Là. Je vais piger des histoires dans mon répertoire. Tu sais, les gens, ils comprennent. Puis quand j'utilise puis ça fait assez de fois que je vais en France qu'il y a des choses que je sais qui sont des mots qu'ils ne comprennent pas, ben, je vais juste pas les expliquer, mais je vais dire, bon, ben, au Québec, ça veut dire ça. Ouais. Je vous parle de telle chose, au Québec, ça veut dire telle affaire. Fait que je vais mettre en contexte parce que dans une histoire, les écoutants de l'histoire,
s'ils perdent un bout de l'histoire parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose, pendant 3, 4, 5, 10 secondes, ils vont se demander qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Fait que là, ils peuvent perdre le fil de l'histoire. Fait que là, moi, pour éviter ça, si j'utilise, puis j'utilise quelques anglicismes dans mon langage parlé, si j'utilise un mot que je sais qui n'est pas usuel en France, ben, je vais juste dire... je vais te donner un exemple très, très précis. Je racontais, ça m'est arrivé pour vrai, je racontais une histoire puis dans laquelle il y a un ramancheur. Au Québec, tout le monde sait ce que c'est qu'un ramancheur. Ouais. J'ai conté ça en France, puis le gars il est allé voir un ramancheur. À la fin, le monde a dit, on n'a pas compris la chute de ton histoire parce que personne ne sait ce que c'est qu'un ramancheur. En France, un ramancheur, c'est un rebouteur. Un rebouteur. Un rebouteur. Fait qu'ils me l'ont dit. Fait qu'après ça, quand je suis en France, ben je dis, il est allé voir un ramancheur, vous autres, vous appelez ça un rebouteur. Tout le monde fait, ah, d'accord. Fait que c'est ma façon. Maintenant, le référent est fait. Hein? Maintenant, le référent... oui, mais maintenant, ils l'ont, le référent. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais non, c'est toujours bien reçu. Et puis, les gens, le Québec est aimé en Europe. Ouais. Les gens aiment le Québec en Europe. Et puis, moi, j'arrive avec une réalité qui est la réalité d'Abitibi, donc une réalité de grands espaces, de nord. Coureur des bois. Hein? Le coureur des bois, oui, c'est ça. Qui est très l'opposé de ce qu'ils connaissent en général. Là. Même dans le nord, les petites municipalités, c'est des très grosses villes. Puis, ouais, des villages là-bas, ils ont genre 500 000 personnes. Il y en a des plus petits. À comparer, mettons, la Motte. Oui, à comparer à la Motte, c'est ça. C'est une autre vision sur le monde, parce qu'il y a vraiment plus de monde dans l'Europe. Oui, c'est clair. Puis, bon, mais en France, tu te déplaces, tu fais 5 km, tu es presque dans un nouveau pays. Là. Tu peux passer d'un village à l'autre, puis le paysage change. L'architecture change. La façon de voir Donc oui, ça passe toujours bien quand je vais raconter des histoires en France. Puis pour répondre à la deuxième question, oui, je suis né en France. Je suis né à Lyon. Ben oui. Je suis né à Lyon de parents québécois qui sont partis pendant 3 ans vivre en France. Donc, tu as la double nationalité. Je n'ai pas la double nationalité pour des raisons administratives qu'on n'expliquera pas, mais il aurait fallu que mes parents fassent des démarches quand ils étaient là, quand j'étais jeune, ou maintenant, il faudrait il y a un paquet de démarches administratives qui sont très compliquées, qui ne sont pas nécessairement pertinentes non plus à... Puis je pense que le passeport canadien est plus fort que lui français, fait que je pense que c'est une bonne chose. Non, mais c'est le passeport européen pour la job, ça peut être intéressant, mais ça, on en reviendra là-dessus, c'est l'administration. Oui, mais c'est ça. Non, c'est ça. C'est drôle parce qu'à un moment donné, c'est ma fille qui dit « Tu devrais demander ta nationalité parce que moi, je pourrais avoir la nationalité. » Puis aller travailler en Europe. Mais tu dis que tes parents sont allés là ils ont passé 3 ans en France. C'est-tu d'eux autres que te vient le goût des petites aventures, de te lancer dans des choses comme ça? Assurément. Sûrement, oui. Mes parents, ils se sont mariés. Mon père, c'est un Amossois. Okay. Il a grandi ici à Amos. C'est un fier Abitibien. Comme on dit souvent, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, quelque chose comme ça. Mon père, il est décédé, là, mais c'était un fier Abitibien qui, à la fin de ses études, il est parti étudier à Montréal. Puis quand il a eu fini ses études, il a obtenu une bourse du gouvernement français pour aller faire une maîtrise là-bas en France. Ils ont choisi d'aller à Lyon. Qui est une belle ville. Qui est une magnifique ville. C'était la 2e ville la plus grande. Maintenant, c'est Marseille, la 2e. Ouais. Fait qu'ils ont choisi d'aller à Lyon. Ils se sont mariés. Puis le lendemain, ils prenaient le bateau pour l'aventure. Ils sont arrivés à Lyon, ils se sont installés pauvres. Il n'y avait pas d'argent, ils étaient pauvres étudiants dans un quartier malfamé de Lyon. Et puis, à peu près 1 an après, je suis né, ce qui était prévu. Ce qui était prévu. Grâce aux coupes de vin françaises. Fait qu'en plus d'être né en France, t'es d'une conception française. Oui, je suis d'une conception française. Un grand cru français. Un grand cru. Pour aller dans le détail, je suis un Côte-du-Rhône. Je suis originaire des Côtes-du-Rhône. À Lyon, on dit qu'il y a 3 fleuves à Lyon. Il y a le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Fait que tu es dans la Côte-du-Rhône. Mais non, c'est ça, mais je suis né sur les Côtes-du-Rhône, le fleuve à Lyon. Fait que, pourquoi je disais ça? Là? On parlait je t'avais posé la question sur tes parents plus aventuriers, c'est le goût de l'aventure de 2 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est certain, mes parents sont partis vivre à l'aventure dès leur mariage.
Après ça, quand ils sont revenus au Québec, ils sont revenus avec tout un bagage différent. Et un enfant. Et un enfant. Un enfant dans les bagages. Tout un bagage. Mais avec un bagage différent des voisins, des voisines. Ça pouvait se manifester avec des habitudes différentes aussi. Bon, on parle d'un verre de vin. C'est peut-être de là que ça me vient, finalement. L'apéro à 4 heures, c'est important. C'est très important. C'est surtout que des gens de cet âge-là avaient moins... pas cet âge-là, mais à cette époque-là, avaient moins tendance à voyager, avaient moins tendance à sortir. C'était moins fortuné. Donc, tu sais, qu'ils puissent se rendre en France, déjà, c'est impressionnant. Là. Ben oui, mais c'était une volonté de... Tu sais, comme tantôt, je vous disais que moi, je suis parti vivre à Vancouver avec femme et enfants. On est parti à l'aventure. C'est un peu le même genre d'aventure que mes parents ont vécu. Puis forcément quand ils sont revenus avec des goûts, avec des... tu sais, j'aime bien les détails de la vie quotidienne, moi. On va parler de café. Pas la même chose au Québec. Non, mais j'ai en ma possession des lettres que ma mère écrivait à son père. Quand ma mère écrit à son père pendant tout le temps qu'elle a été en voyage. Puis j'ai ces lettres-là que je lis. Puis mon grand-papa Rodolphe, avait sûrement l'habitude d'envoyer des petits paquets en France, à Lyon. Ma mère écrit à son père, « Est-ce que vous pouvez nous envoyer du bon café? C'est du café en poudre. » Nescafé. Ma mère demande à son père d'envoyer du bon café en France. Peux-tu m'envoyer un bon Folgers, s'il te plaît? Oui, genre Folgers. Les habitudes, hein? Personne en France, c'est ça, là. Il faut pas, parce que Je pense qu'on va se faire C'est pour ça qu'ils sont revenus. Moi, je suis partenaire de crime présentement. Là. Je pense que c'est pour ça qu'ils t'ont refusé ta double nationalité. Okay, après ça, ils sont après, j'imagine qu'après une boîte avec le café, ils ont commencé à boire le café français. Quand mes parents sont revenus de la France, ils sont revenus avec les petites cafetières italiennes. Celles pas la machine à espresso, mais celle qu'on met sur le feu. C'est une petite cafetière italienne, tu la mets sur le feu à pression. Mes parents sont revenus avec ça. Et puis, dans la ville d'Amos, mes parents étaient reconnus pour faire le café le plus fort de la ville d'Amos. Des gens venaient... Puis moi, j'étais petit gars, là, je ne savais pas ça. C'est du monde qui m'ont raconté ça après. Le monde, il venait chez mes parents pour boire du bon café. Mais... L'ancêtre du Tim Hortons. Si on voit pas ses parents. On voit pas au travers de celle-là. Pas normal. Correct, j'ai même pas besoin de le shaker dans une tasse, son café, c'est malade. Non, mais c'est ça, mais tu sais, je dis, j'aime bien les petits détails de la vie quotidienne. C'est ça, géographe du quotidien. Hein, c'est ça. C'est les petits détails de la vie quotidienne. Ils sont revenus avec une façon de voir, puis avec des habitudes différentes de celles du voisinage. Puis moi, puis mes frères et ma soeur, on a grandi dans un environnement qui était comme ça, tout en étant profondément ancré dans la vie amossoise puis abitibienne. Sans... T'as combien de frères et sœurs? J'ai 2 frères et une sœur. Puis est-ce que t'es le plus vieux? Oui, moi je suis le plus vieux. Ouais, t'es le seul français? Oui, je suis le seul français. Quoique ma sœur... Moi, je vais t'appeler de même tout le temps, moi, maintenant. Monsieur le français. Monsieur le français. Ma sœur est de fabrication française. Et de fabrication française. Ah, OK. Fabriqué en France, découverte au Québec. Oups! Est-ce que tu es le seul qui a la fibre artistique dans ta famille? Entre frères et sœurs, je dirais que non. J'ai un frère qui est plutôt, comment dire, Stéphane, il est plutôt cartésien. Oui, OK. Ouais. Ça, je te comprends. Je comprends le cartésien. Mon frère est plutôt cartésien. C'est ton Benoît. Il a travaillé dans ses emplois, ça a toujours été des emplois sérieux, mais il y a une fibre artistique importante aussi en lui. Ma sœur n'a jamais travaillé là-dedans, mais ma sœur a fait de la danse. Ma sœur est partie d'ici pour aller étudier la danse quand elle n'avait même pas fini son école secondaire. Puis mon autre frère, il était parce qu'il ne travaille plus vraiment, mais mon frère était illustrateur. Il était illustrateur. Fait que... Ah ben là, tu sais, je veux pas rien spoiler à personne, mais ça va être un projet intéressant. Des partenariats. Ouais, ben... Bon, j'avoue que l'accent était pas bon. Mais... c'était plus parce que là, j'ai comme réalisé en même temps. Je me disais, ouais, c'est 2 trucs quand même. Bref. Oui, non, mais c'est ça. Ben, mon frère habite en Hollande. En Hollande. Oui. Puis malheureusement, il y a eu un accident qui fait qu'il est
plus très, très fonctionnel. Fait qu'il il fait plus de dessin. Là. Ouais. Mais oui, la fibre artistique. Fait qu'elle roule dans la famille. Est-ce que tes parents... Ma mère, oui. Ouais, ta mère? Ma mère, oui. Ma mère était une... elle a commencé par faire de la peinture, puis après, elle s'est mise à faire du batik, donc de la peinture sur tissu, de la teinture sur tissu de façon très, très professionnelle. Oui. Ouais. On entend des oui, ça veut dire que c'était du haut niveau, là. Tabarnouche. Je suis impressionné, je m'excuse, cher public. Et puis mon père, même malgré son emploi très, très, très sérieux, mon père avait aussi une fibre artistique très développée. Mon père, là... Hein? Il chantait. Il chantait. Il chantait Toréador, ouais. Tu sais, mon père, quand il était jeune garçon ici à Amos, ben, il a été au collège, là. Mm-hmm. Mon père, c'était le 10e enfant d'une famille de 10. C'est le seul qui était allé à l'école dans sa famille. C'est ses frères et sœurs qui ont payé pour ses études. Quand mes grands-parents... Mon père, il a eu une maladie quand il avait à peu près 13-14 ans. Puis mes grands-parents ont dit on pourra pourra pas rien faire avec lui, mais il ne pourra pas travailler physiquement. Ouais. Fait que c'est mes oncles et mes tantes qui ont payé pour que mon père aille aux études. Donc, il a fait son collège ici à Amos. Puis après ça, bien, il est parti étudier à Montréal. Puis il a fait une carrière professionnelle. Mais quand il était ici au collège, il faisait partie des troupes de théâtre. Ça a été quelqu'un de très actif. Puis après, quand ils sont revenus vivre en Abitibi, donc vers 1963, ils se sont très, très impliqués, mes parents. Malgré sa job qui était très prenante, malgré son emploi du temps qui était très prenant, ils se sont très impliqués. La commission culturelle de la ville d'Amos, le centre d'exposition, ma mère était toujours là. Bon. Puis mon père, il disait tout le temps, en Abitibi, si on veut qu'il se fasse quelque chose, on le fait. Yep. Si on veut qu'il se passe quelque chose, on le fait. Fait qu'ils se sont impliqués dès leur retour. Tu sais, ça veut dire... Il n'y avait pas 30 ans quand ils sont revenus vivre là, ici. Ils se sont impliqués dès leur retour en Abitibi pour que, entre autres, mais beaucoup, la culture soit vivante dans cette ville-là, dans cette région-là. Ça, forcément, ça transparaît dans les gènes qu'on reçoit. Je pense que c'est dans les gènes abitibiens tout court. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace culturel en Abitibi. S'il y a quelque chose que tu veux faire qui n'existe pas, ben fais-le. Exactement. Parce que personne va courir après toi. C'est encore ça le discours. Là. Si tu veux faire telle affaire et ça n'existe pas, ben fais-le, tu vas l'avoir. Puis il y a la place. Ben oui, il y a la place. Il y en a qui voient une absence de culture, il y en a d'autres qui voient une plein d'opportunités. T'sais. Exactement, oui. C'est ça. Puis les opportunités sont là, mais il y a la place pour le faire aussi. Puis les gens sont prêts à donner une chance aux gens qui font de la culture ici. Les gens sont prêts à dire, OK, vous avez un beau projet, faites-le, on va vous appuyer. Autant les instances municipales, mais plus... OK, vous avez un beau projet, faites-le, on va vous donner un coup de main pour le faire. Puis, tu sais, ce que vous faites avec votre balado et puis les autres projets dont j'entends parler entre les branches, bien, c'est ça aussi. Non, mais c'est exactement ça aussi. Il y a de l'espace, il y a des opportunités. Moi, je dis souvent dans un de mes spectacles, dans un des histoires que je raconte, je dis les gens sont venus ici, se sont installés, puis dans une terre où tout est possible, où tout était possible, mais tout est encore possible. Oui, tout à fait. On est jeunes, là. On est jeunes. Il y a un conte. Tantôt, je parlais des conteurs français qui sont venus puis qui continuent à venir. Il y en a un qui disait, en Abitibi, vous avez la chance que la peinture n'est pas encore sèche. Wow! La peinture n'est pas encore sèche, fait que vous pouvez encore faire... On peut faire une deuxième puis une troisième couche. Là. Tu peux encore modifier les choses. C'est encore possible de le faire. Puis moi, je trouve que ça, c'est une belle philosophie de dire, il y a encore de la place pour faire des projets. Appelle Roxane, on change le terme de la MRC. Amos, MRC Abitibi, la peinture n'est pas encore sèche. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas si les décideurs vont aimer ça, là, mais en tout cas... C'est Fleuve Abitibi, la peinture n'est pas encore sèche. Fleuve Abitibi. Moi, je suis un défenseur du fleuve. Hein. C'est sûr, moi, j'ai été vendu là-dessus. C'est sûr que je vais défendre le fleuve. Oui? Le fleuve Arcana. Si on parle de géographie, c'est un fleuve. Ben, absolument. Alors, on a la preuve, là. D'un maîtrisien. Un géographe social. Un maîtrisien. Ben,
C'est quoi quelqu'un qui maîtrise? Un maître. Ah. Un maîtrisien. J'aime mieux maîtriser. Oui, c'est vrai, quand même, ça sonne bien. Ça sonne quand même bien. Mais c'est vrai, c'est un fleuve, la Ricana. Oui. Parce qu'il se jette dans la mer. Dans la baie James. Ouais, j'ai été vendu là-dessus. C'est une affaire qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas si un jour ça va exister, que ça va devenner le fleuve. Il n'y avait pas eu une tentative pendant le 100e de le faire reconnaître comme un fleuve? Je pense que ça a déjà été tenté. Mais je sais pas. Peut-être. On lance une perche à tourisme Abitibi-Témiscamingue, d'un coup, qui nous entendrait. Ça a l'air qu'il faisait partie de ça qu'on entendait dans notre oreille. Mais c'est parce qu'il y a un gros lobby du fleuve Saint-Laurent. Il va être le seul au Québec. Oui, c'est ça. Du lobby du fleuve Saint-Laurent. Le plan Saint-Laurent, François Legault, là, il veut pas. Le plan Ricana, ça fait... D'un coup, qu'il y ait des baleines qu'il y a à Amos. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait des rapides? Ce serait l'enfer. Ça serait mon sac avec un beluga dans le rapide. Merci beaucoup, Pierre Labrèche, d'avoir accepté l'invitation. On va penser aux questions quand même. Passer aux questions, de conclure officiellement. Là. S'il y a des gens qui ont des questions, des sujets que vous aimeriez aborder, des choses que vous auriez voulu savoir depuis longtemps, on a déjà une question. Oui, madame? Pierre, tu dis que tu es beaucoup préoccupé par la ruralité. Comment tu trouves qu'elle vaut la ruralité en Abitibi-Témiscamingue? Je vais juste répéter la question. La question dit que, Pierre, à travers l'entrevue aujourd'hui, tu as dit que souvent que la ruralité, c'était un sujet qui te préoccupait. Comment tu trouves qu'elle va maintenant, la ruralité? Ben moi, je trouve que la ruralité se porte quand même pas si mal. Parce que malgré le fait que l'agriculture est en difficulté, malgré le fait qu'il y a des villages en dévitalisation, il y a une prise de conscience du fait qu'on peut vivre en ruralité puis être actif. C'est certain qu'on a toutes sortes de défis en ruralité, des défis, démographiques. Quand on voit des écoles qui ferment, quand on voit chez nous à la Motte, l'épicerie a fermé, c'est un gros enjeu. Hein? Le dépanneur chez Flo. Le dépanneur chez Flo, quand ça a fermé, c'est un gros enjeu parce que ça reste un point de ralliement, une épicerie dans un village. On est, nous autres, là, en grande espérance que le projet de notre nouvelle école se réalise. Ouais. Parce que si la nouvelle école se réalise, quand la nouvelle école se réalise, ben ça assure la pérennité de notre communauté, ça assure la pérennité aussi de l'environnement. La ruralité est en changement. Hein? Il y a beaucoup de monde qui viennent vivre dans un dortoir en ruralité, donc il y a moins de vie au village. Mais malgré tout, il y a cette espèce d'espoir-là que de vivre dans un lieu où il y a plus d'espace de liberté, un lieu où il y a plus de possibilités de faire des choses, un lieu où, si on s'y attaque avec fermeté, les rassemblements sont possibles, un lieu où, quand on essaie de travailler ensemble, on peut faire avancer des choses. Mais c'est en point d'équilibre toujours. Et puis, il y a eu des moments où c'était plus inquiétant, je trouve. Il y a eu des moments où c'était plus préoccupant. Je sais que le solde migratoire de l'Abitibi est encore négatif, là, selon les dernières statistiques de la semaine passée. Je n'ai pas regardé précisément ce que ça veut dire pour la ruralité, mettons, dans notre MRC. Je ne sais pas si Amos est en déficit démographique par rapport aux villages aux alentours, mais pendant un certain temps, c'est ça, les villages se vidaient pour remplir le centre urbain de la MRC. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau aussi de nouvelles familles qui viennent s'installer dans les villages. Après, le défi, c'est d'aller les chercher pour qu'ils s'impliquent. Les vieux fonds villageois se sont toujours impliqués. Nous autres, quand on a fêté notre 100e anniversaire à la Motte en 2019, je regardais puis on a eu des belles fêtes du 100e, mais ceux qui sont venus, c'était plus les anciens. Les nouvelles familles de la Mottoise étaient peu présentes au 100e, sauf ceux et celles qui sont issus des anciennes familles lamotoises. Tout est dans le sentiment d'appartenance. Tout est dans le sentiment d'appartenance à développer. Fait que c'est à travailler. Le défi, c'est d'aller chercher ces nouvelles familles-là qui s'installent.
à côté de chez nous, 2 maisons à côté de chez nous, une famille avec 4 enfants, un petit peu plus loin, des familles 2, 3, 4 enfants. D'aller les chercher pour qu'ils aient envie de s'impliquer dans le village, qu'ils développent, comme tu dis, Mathieu, le sentiment d'appartenance envers ce lieu-là, qui ne doit pas être juste un lieu pour venir dormir. Benoît, tout est après sac. Est-ce que ça te parle-tu comme discours, ça? T'es un gars de ruralité. mais en T'as même fait temps... le move vers la ruralité? Ben, j'ai fait le move vers la ruralité, mais en même temps, mon père provient de la même place que Pierre. Dans le fond, moi, je suis Lamotois par défaut. Pierre Lamotois. Ouais, oui. Et ben, j'ai encore mes oncles. Saint-Pierre de la Motte. Les Saint-Pierre de la Motte. C'est ma famille. Puis, je sais pas si vous avez connu Yvette Larouche, qui était ma grand-mère. Il paraît qu'elle était beaucoup impliquée dans tout l'art. Je pense que j'ai hérité d'elle parce que mes autres grands-parents, ils étaient vraiment pas artistiques. Il était plus cartésien. Très cartésien. Boulanger, mettons. Le père à ma mère était boulanger d'Amos, mais le père à mon père, il était agriculteur à la Motte, sur la terre de sa terre à l'époque. Hein. Mais non, mais pendant la COVID, je ne sais pas si tu vas pouvoir relate. Je sais quoi en français? Relate. Relativiser. Relativiser. Mais c'est ça. Relativiser, mais moi, j'ai trouvé que pendant la pandémie, c'était plus simple d'être en ruralité parce que tu avais l'espace, les mesures venaient toucher, mais moins parce que, puis mettons à l'époque, avec ma copine qui travaillait à Amos, puis moi je travaillais à Rouyn, on dînait jamais ensemble. Mais là, on dînait ensemble à tous les midis, on faisait du télétravail, les deux on était fonctionnaires, on était chanceux de ça. Fait que on n'a pas eu de baisse de salaire, on se rencontrait plus que dans la vie normale. Fait que je l'ai plus vu d'une manière positive. Mais après, quand tu fais la contrepartie de quelqu'un qui vit, ou une famille qui vit dans un 1,5, un 2,5 à Montréal, dans un appartement où ils ont 3 enfants, je peux comprendre que c'est un avantage à venir ici. Ben, c'est ça. Ben oui, un avantage, c'est ça. On parlait d'espace, là. L'espace, on l'a, l'espace. Je pense que tu t'impliques un peu aussi après SAC, mais tu présentes des spectacles après SAC maintenant. Oui, ben là, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin là-dessus. Là. Ben, ouais. Rapprocher de l'agenda de développement culturel. Oui. Bon, je fais des amis. C'est vrai que c'est des beaux milieux. Puis j'ai travaillé un petit peu dans une communauté à Landrienne. Puis c'est vrai qu'il y a comme la proximité fait que c'est bien plus facile. De parler à 800 personnes ou parler à 13 000 personnes, c'est bien plus facile de les rejoindre. Puis tout ça, mais après ça, faut quand même les faire sortir. Puis je pense que, on parle de chaleur communautaire, mais je pense que dans les petits milieux, on se connaît plus, on a plus envie de s'aider, on a plus envie de s'entraider, on a plus envie de participer à cette vie-là. Je pense que c'est vraiment positif là, dans toutes les autres sphères. Faire du parascolaire, mais du paratravail, je sais pas trop. Des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment positif. Là. Mais ça prend du monde. Ça prend du monde qui le font. Je ne sais pas comment ça se passe après SAC, mais nous autres, à la Motte, on a commencé, il y a un organisme qui s'appelle la Pariole, on a depuis 25 ans, qui organise des choses. À l'origine, c'est Mme Margot Lemire, je crois, qui avait entre autres, Margot Lemire. Entre autres, Margot Lemire, qui faisait partie des fondatrices, avec Paul Ouellette, avec Valérie Jacob aussi. Mm-hmm. Mais ça reste fragile parce que, tantôt je disais, le défi, c'est d'amener les jeunes à venir s'impliquer. À la Pariole, nous autres, on est chanceux parce qu'on a 2 jeunes couples qui ont décidé de s'impliquer dans la Pariole pour faire avancer des projets. Mais 2 jeunes couples, ça veut dire quoi? Ça veut dire des emplois à temps plein, ça veut dire des enfants, des jeunes enfants. Fait que la réalité, c'est que ce sont quelques personnes qui ont plus de temps, qui font en sorte que les choses continuent de se passer. Puis ces quelques personnes-là qui ont le temps, dont moi, dont Danaé. Et Danaé du temps. Donc on jase de même, là. Alors, je ne sais pas si elle en a tant, mais elle en met quelques. Elle prend, c'est bon. Elle en prend quand même pour le bien-être collectif. Ben oui, pour le bien-être collectif, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut faire les choses. Puis ça prend du monde qui décide de s'impliquer. Je reviens à ce que mon père disait. Si on veut que les choses se fassent, il faut le faire. Mm-hmm.
Puis il faut, mais ça prend du monde autour de ça. Puis fait que l'avenir de la ruralité, tu sais, on voit quelques exemples de villages qui vont très mal. Partout dans l'Abitibi-Témiscamingue, il y a des villages qui vont très mal. Joutel. Et mon Dieu, ça fait 30 ans qu'ils sont pas là. Mais on voit aussi des exemples de villages qui vont très, très bien. Tu sais, des endroits où il y a où il y a un dynamisme, puis là, sans oublier personne, mais je pense à Moffett, au Témiscamingue, où le maire et le conseil municipal sont extrêmement dynamiques. Je pense à Saint-Germain-de-Boulay, où il y a un agent de développement culturel, un agent de développement culturel et communautaire qui est extrêmement dynamique. Roquemort, il y a un nouveau maire qui a des nouveaux projets. Tu sais, Roquemort, ça allait mal. Là. Ils ont été mis en tutelle pendant quelques années. Oui, c'est vrai. Hein? Mais là, on dirait qu'il y a un renouveau, il y a un regain, parce qu'il y a des gens qui décident de s'impliquer puis décident de faire avancer les choses. Mais dans la ruralité, pour répondre à la question, dans la ruralité, bien, c'est ça la réponse. Ça prend du monde qui a envie de s'impliquer, puis ça prend du monde qui vont prendre à bras-le-corps des projets, qui vont prendre à bras-le-corps des idées pour les amener plus loin, pour faire en sorte que nos villages continuent d'être dynamiques. Puis après ça, bien, des fois, c'est niaiseux, hein, la vitalité d'un village, des fois, ça passe par des petits détails de la vie quotidienne. Hein? Je pense à la beauté d'un village. À La Motte, on se fait souvent dire « Ah, La Motte, c'était beau dans le temps. Il y avait du monde qui faisait des jardins, du monde qui faisait des fleurs. » Puis là, tranquillement, mais on dirait que, pouf, il y a quelqu'un qui fait un jardin, il y a quelqu'un qui met des fleurs. Les voisins se disent « Ah ben tiens, moi aussi, je vais mettre des fleurs. » mais ça part graduellement, ça part comme ça. C'est une espèce d'effet d'entraînement. Puis à un moment donné, ben c'est peut-être comme ça. C'est peut-être juste par la contamination douce et délicate du voisinage. Quelqu'un qui s'est dit « J'aime ça, ces fleurs-là. Je vais en mettre chez nous aussi. » Check-les, lui, il a des fleurs. Je veux des fleurs aussi. Ça, c'est le voisin gonflable. Tant mieux si le voisin gonflable, ça marche pour des fleurs, des choses comme ça. Finalement, c'est un bon phénomène. C'est ça, oui. On avait une autre question dans le fond, là-bas. La question, c'est, tu as beaucoup de comptes à ton actif. Est-ce que tu penses en faire un recueil un jour? On peut te lire? On peut déjà me lire sur certaines choses. J'ai participé à 2 ouvrages collectifs. Donc, aux éditions Trois Pistoles, il y a une bonne quinzaine d'années, Contes, légendes et récits de l'Abitibi-Témiscamingue. Aux éditions de Trois Pistoles, j'ai une histoire là-dedans, qui se retrouve là-dedans. C'est un ouvrage collectif. Après ça, les éditions du Quartz sont publiées. Amos littéraire, je ne me souviens pas exactement du titre, mais Amos littéraire, où j'ai une autre histoire de création qui se retrouve là-dedans. Puis, en 2019... suite à ce projet-là d'Homme de lettres, donc qui a commencé, en fait, depuis que je suis facteur, mais j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Les chroniques d'un facteur-conteur », qui ne sont pas que des histoires, mais dans lesquelles il y a quelques histoires qui se retrouvent, qui sont des chroniques aussi de la vie quotidienne, je dirais. C'est un livre qui a été publié aux éditions En Marge, donc en 2019, qui... Je ne sais pas si on peut même encore l'acheter quelque part. Ça m'étonnerait qu'on puisse encore l'acheter. Il est à la bibliothèque d'Amos, ceci dit. Qui a été illustré par Annie Boulanger, illustratrice de grand talent, qui est de Rouyn-Noranda. Donc, Annie a fait les illustrations de ce petit bouquin qui est un... comment dire? Je dis que je fais de l'écriture naïve, hein, dans le bon sens du mot naïf. Fait que ça se retrouve là-dedans. J'ai tout le temps des histoires en chantier, j'ai tout le temps des projets en chantier. Le projet sur lequel j'ai commencé à travailler, que j'appelle mon projet PP, qui est je vais dire, ça devrait devenir un spectacle de contes sur les grands-pères. Ça devrait devenir un spectacle, mais tu sais, dans tout le questionnement autour de la recherche et la création de ce projet-là, je me dis, ben c'est peut-être le livre qui est la finalité de ça. C'est peut-être un balado qui est la finalité de ça. C'est peut-être ces 3 choses-là en même temps. Je ne sais pas où ça va aller. Dans mes projets d'écriture, j'ai écrit
un paquet d'histoires. Il y en a que j'ai même jamais raconté devant le public. J'ai écrit 2 spectacles qui sont des spectacles solo, donc où il y a une trame narrative qui part du début puis qui s'en va jusqu'à la fin en suivant une espèce de fil rouge. Le projet Pépé, quand je l'ai imaginé, ça devenait un 3e spectacle où il y a une trame narrative qui va du début jusqu'à la fin. Mais qui sait ce que ça va devenir? Ça, je ne le sais pas encore. Actuellement, je suis dans la phase où la recherche, c'est de rencontrer du monde. Puis de me faire inspirer. Ça veut dire quoi être un grand-père de nos jours? Ça veut dire quoi pour toi? As-tu déjà rencontré des grands-pères? Oui. Oui? Ouais. Est-ce que tu en as rencontré des jeunes grands-pères? Parce qu'il y en a qui sont quand même jeunes. J'en ai rencontré quelques-uns des jeunes grands-pères, puis j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui est devenu grand-père à 37 ans. Ah oui? Quand même. C'est-tu DJ Ben, tu penses? Je sais pas. Non, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Fait que c'est ça. Bref, là, je suis dans cette espèce de période-là où d'essayer de me faire influencer puis d'essayer de découvrir toutes sortes de choses. Fait qu'appeler l'éditeur des chroniques de Facteur Compteur, puis ils vont peut-être le rééditer à force de pression. Ça n'existe plus, les éditions en marge. Ah non, OK, c'est ça. Ah. D'où la difficulté de rééditer. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on avait une autre question, une dernière question? C'est le temps de la poser. Je pense que non, Mathieu. Je pense que tu peux te closer. Main dans les airs. Oh, excuse. Non, elle se gratte. Elle se grattait. Je pense que... On a une autre question de Gab. Vas-y, Gab. Oui. Le village partir de Lamotte, arriver à Vancouver, puis revenir à Lamotte après. Ça, on s'entend, tu pars, tu habites dans un village, puis là, tu habites dans un immeuble, tu as le même nombre de personnes que ton village. Quel genre de choc que tu as vécu en quittant Lamotte vers Vancouver, si je résume ça? En fait, pour être plus précis, je ne suis pas parti de Lamotte. J'habitais pas à Lamotte quand je suis parti à Vancouver. J'habitais dans une grande ville qui s'appelle Amos. Je suis parti il y a quand même un gros clash entre Amos et Vancouver. Mais je suis parti d'Amos pour aller vivre à Vancouver. J'avais déjà vécu dans des grandes villes. Tu sais, j'ai vécu à Montréal, Lyon. à Lyon, ouais, c'est ça. Pas pire grande ville. Pas pire grande ville. Mais, fait que c'est ça, oui. Mais de partir d'un petit milieu pour s'en aller vivre dans une grande ville, c'est quelque chose. Quand je suis revenu de la Colombie-Britannique, je me suis installé à Montréal pour quelques années aussi. Donc, c'est pas un départ direct d'un village pour s'en aller dans une grande ville. Mais honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose dans ma façon d'apprécier la vie. On partait avec les yeux puis les oreilles grands ouverts. On partait à la découverte. On savait qu'on allait vivre des choses complètement différentes. On savait qu'on allait vivre cette espèce de déboussolement de se retrouver dans une grande ville. Mais c'était voulu, c'était volontaire. Puis à nos enfants, mais on leur avait raconté tout ça. Puis après ça, eux autres, tu sais, des enfants, le lendemain qu'on est arrivé dans le quartier, il y avait déjà des amis en anglais. des amis qui parlaient en anglais, mais ça n'a pas été long. Fait que, je pense que ça dépend de l'esprit dans lequel on part, puis l'esprit de ce qu'on veut aller faire ailleurs. C'est quand même fou, hein, que quand tu es enfant, quelqu'un qui habite sur ta rue, c'est ton ami. Ah oui. Quand tu es adulte, par exemple, c'est pas de même que ça Non, marche. Hein? on est des bébés de social. J'étais allé voir mon voisin là, pour dire hey, on va-tu jouer dehors? Puis il m'a dit va-t'en. J'ai pas compris. On va-tu jouer dehors? Mais je comprends, mais en même temps, l'essence de ce que je dis, de ce qu'on peut faire en ruralité, oui. c'est ça. Ah oui. Exact, oui. Tu sais, d'aller voir ton voisin puis de dire on va-tu jouer dehors, c'est à peu près. Non, mais c'est à peu près ça qu'on devrait faire. D'aller voir les voisins puis de dire J'ai un jeu de marelle, là, ça te tente-tu? nous autres, on a un jeu de pétanque. Ben oui. On a un jeu de pétanque, puis des fois, c'est pas les voisins immédiats, mais tu sais, c'est ça ton côté français. Ah ouais. C'est la pétanque. Est-ce que tu suis- portes le béret? Je porte le béret. Parfait. C'est ça, c'est l'origine, Mais
Merci beaucoup, Pierre Labrèche, d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir. Avec nous autres en ce lundi soir. On te suit, j'imagine, sur tes réseaux sociaux. As-tu des choses à plugger? Facebook? TikTok. J'ai une page Facebook. Un site web, peut-être? Ou, J'ai un site web aussi. Génial. PierreLabrèche.com? Non, c'est le facteur de compte. Facteurdecompte.com. Ça, dans l'étymologie du mot facteur, un facteur, c'est un artisan qui fabrique quelque chose. Fait que moi, j'ai été facteur, j'ai livré des lettres, mais je fabrique des histoires. Fait que c'est d'où le facteur de compte. Wow, bravo. Ouais, c'est bien dit. On va finir ça là-dessus, je pense. Merci beaucoup, Pierre Ben, Labrèche. merci à vous autres. Bonne merci fin de soirée. beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous.